Alors Pierre Hougman, sa grande force évidemment, c'est de photographier des acteurs vivants de la scène littéraire et plastique contemporaine. Et je trouve qu'il y a chez Pierre Hougman une légèreté, une fantaisie, un plaisir à photographier, qui fait qu'avec très peu d'éléments de mise en scène, il arrive à donner à voir quelque chose du personnage autrement qu'on ne peut le penser à travers les livres. Dans ce portrait d'Amélie Nothomb, on peut voir une récurrence, par exemple, un écho du personnage posé sur la cheminée chez Magritte. On voit évidemment la mise en abîme du miroir qui se reflète lui-même. On voit le dos et la face. On voit l'équilibre parfait, me semble-t-il, des matières, de l'ovale et du rectangle. Dominique Rollin, bien sûr. Là aussi, portrait du temps. Femme très belle qui le sait peut-être trop, qui empêche le photographe de capter une vérité pour ne plus montrer que la beauté du temps, avec en même temps la mise côte à côte, je dirais, peut-être de la femme jeune qu'elle fut et de la femme qu'elle est aujourd'hui, François Jacquemin. Je vais vous parler des mains. Pirotte, la cigarette, le carré, le paysage, une main cachée, une qui avance et qui se protège. Le portrait est intérieur, en extérieur. C'est un portrait très intériorisé. Ah, Serge Cribus, auteur dramatique vivant à Paris, on retrouve des échos du cadre de Magritte, évidemment, et la tension simple de Cribus, qui n'essaie pas de jouer, qui n'essaie pas d'être plus que lui-même, comme je pense aucun des personnages. Il y a une attention douce, une vérité, une simplicité, ce qui est la vraie noblesse d'un regard du photographe vis-à-vis d'un sujet. Henri Verne, le père de Bob Moran. Vous savez, il est caché derrière ses lunettes noires, comme la nudiste dans le portrait d'Arbuste, mais la bouche dit tout et la confiance des mains dans le décor où il se trouve permet de montrer qu'au fond, Henri Verne avançait caché derrière Bob Moran et que l'écrivain qu'il était reste à découvrir, ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui à 82 ans. Les mains détachées, le regard détourné. Vous savez bien que c'est un immense cinéphile, qu'il écrit tout un livre sur des films qui n'existaient pas et que derrière les pitreries du gros rigolard qu'il a largement entretenu depuis très longtemps, il y a un esprit très fin, très subtil et une connaissance du cinéma quasi encyclopédique de quelqu'un qui se cache sa pudeur derrière le jeu et la pitrerie, comme souvent d'ailleurs en Belgique, où on prend peu les créateurs au sérieux. François Emmanuel. Ce qui est très beau dans ce portrait, au-delà de la tête de François Emmanuel, c'est et de la composition en déséquilibre, c'est le dialogue des matières, du col de la chemise avec le manteau, avec le bois. Sans la matière, vous n'avez pas de portrait. Si vous n'avez que le lisse de la peau ou l'intensité du regard, vous n'avez pas ce qui accroche. Et là, c'est un très beau portrait de Pierre Hougman parce que justement, il accroche. Il n'y a pas un moment d'angle perdu dans l'équilibre. Je vous parlais de son travail un petit peu futuriste qu'il fait, de ces bris d'angle, de ces bris de miroir, de ces cassures d'espace. Et bien là, en même temps, il casse l'espace sans aller vers quelque chose de formel, ce qui serait facile. Et en même temps, tout cela tient admirablement et sans doute traduit les chavirements de l'âme et psychologiques et psychanalytiques, puisqu'il est psychiatre, que traverse l'œuvre de François Emmanuel. Jean-Marie Pième, que j'ai très très bien connu au théâtre il y a quelques années, il avait des cheveux, sa belle chevelure s'est envolée et a laissé sa place à la crinière du lion belge qu'il pourfendait tant avant. Cette crinière ironique de ce lion au premier plan face au crâne, à la lérisse de Jean-Marie, trouve un équilibre parfait, me semble-t-il, avec les éléments feuillus de l'environnement. Et la nudité du crâne fait écho au mur derrière, avec ce lion baroque. Voilà encore une composition parfaite qui dit quelque chose, je pense,
de l'âpreté du travail dramaturgique de Jean-Marie Pième. Gaston Compère voulait être musicien. Il a beaucoup écrit sur l'opéra, il a beaucoup écrit sur la musique, il a composé, et il n'a jamais été reconnu comme musicien. Ce portrait de Gaston Compère au piano dit, maintenant qu'il est vieux, la tristesse de cet homme qui est reconnu pour l'œuvre littéraire qui est la sienne, toute publiée en Belgique d'ailleurs, il n'a jamais publié en France, et au fond de la partition musicale qui dort en lui et que personne n'a jamais écoutée. Paul Émon, regard de profil, équilibre du masque de face. On peut penser à la tête de Gelderode, puisque Paul Émon n'est que dramaturge, l'élément feuillu aussi qui revient, comme chez Pième. L'équilibre des formes, parfait, je trouve. C'est aussi une œuvre qu'une photographie, ce n'est pas qu'un portrait de quelqu'un qui écrit, c'est une composition plastique, esthétique, jamais poussée chez Pierre Houckman, tout en douceur. Je parlerai tout à l'heure rapidement d'un portrait qu'il a fait de moi, puisque je suis dans le cadre. Je sais à quelle rapidité il travaille, sans aucune insistance. Il m'est arrivé pour des photographes d'agence de poser pendant 4 heures pour des gens qui faisaient 500 photos dont la dernière seule était bonne. Pierre Houckman photographie 4 fois, 5 fois, 6 fois maximum, chaque image est essentielle. La rapidité de l'œil, il compose avec le cadre, avec le décor, avec la présence de la personne. Il y a une harmonie immédiate, instantanée, et qui est immédiatement juste. Et je crois qu'on peut voir à travers, dans la succession de ceux qui ont précédé, la filiation dans laquelle il s'inscrit. Pierre Alechinsky, dans l'équilibre parfait de l'homme d'imprimerie qu'il est au départ, je pense qu'il s'interroge sur l'image de lui dans la peinture. Vous savez qu'il a une rétrospective actuellement au musée d'art ancien, il a 82 ans, il a fait l'accrochage lui-même. Il interroge le photographe. Que voit-on de moi? Que sait-on de moi à travers ce que je suis? De la défense dans l'ouverture. La pose narcissique est démentie par le doute de l'œil. Le cadre et les formes créent une fois de plus une composition parfaite. Le cadre est plein, all over comme on dit en peinture. Équilibre total des matières entre le râpeux, le lisse, le glissant. Engel aimerait bien être un doucereux luisant. Il sait bien qu'il est rétif comme tous les écrivains. Tirsiot, le frère de François Emmanuel, à la fois écrivain et plasticien. On retrouve évidemment la lignée des portraits d'atelier. Est-il plus facile de portraiturer un peintre ou un écrivain? Il est les deux. Il ne montre qu'un bras de lui-même et pose un visage découvert. Françoise Malé-Joris, qui a l'air de poser sur elle-même un regard, je ne dirais pas plissé d'amertume, mais peut-être moins joyeux et d'espérance que ne laisse supposer la jeune fille qu'elle est, je pense, dans le portrait, au-dessus d'elle. Là aussi, le temps a passé, les désillusions et les illusions ont fait leur œuvre, comme dans le travail de tout écrivain. D'un mec. Pierre Mertens, tel qu'il se rêve. L'officialité est traversée par le doute, semble-t-il, dans le plissement des yeux. Marcel Moreau, que je connais bien. Marcel Moreau, évidemment, a fait une œuvre très importante qui est extrêmement diversifiée dans la publication. Il a arrêté de boire tout à fait, il a beaucoup bu, il l'a dit beaucoup lui-même, il a beaucoup dit que son corps était un ventre à boire, à déféquer, à baiser, à écrire, que le sang de ses veines était un sang d'encre, mais il a cessé de boire depuis plusieurs années. Son fils est photographe, Marcel adore la photographie, était un grand ami de Roland Topor. Il a été correcteur au Soir de Bruxelles et au Figaro au moment où il a publié, et le dictionnaire sur sa table, devant cette ancienne machine à écrire, dit beaucoup de choses du corps machine qu'est Marcel Moreau, personnage qu'on a tendance à décrire comme étant volcanique, éruptif, baroque, ce que traduit d'ailleurs son décor au centre duquel il se tient, sûr, droit, beau, magistral, grand, un géant des lettres, tendre. Jacques Izoard, voilà. Il se cache derrière les représentations de lui-même picturales, avance les pieds comme Magritte l'avait fait dans une photo de Thierry.
Le cadre ici joue plus évidemment encore que justement qui se cache derrière le portrait peint, c'est Jacques Isouard lui-même. La composition un peu bordélique, comme on l'a vu chez Thierry, comme on l'a vu d'ailleurs aussi chez Magritte. La trivialité du décor aussi, comme on l'a vu chez Trivier, crée, à mon avis, l'unité de travail de ces 4 photographes, où le cadre joue pour ce qu'il est lui-même, le décor n'est pas affrété, n'est pas retravaillé, la mise en scène est parfaite, elle est ludique, elle est intelligente, elle est subtile, elle est intrigante, elle est énigmatique. En même temps, je la trouve efficace. Magnifique portrait, complet, il n'y a pas 1 centimètre d'espace qui se perd et qui ne se contredisent. Jacqueline Hartmann, on retrouve la cigarette de Magritte en prolongement, premier plan, propulsée par la main baguée, qui peut-être par son élégance essaye de jouer avec la singularité du visage de Jacqueline Hartmann, psychanalyste elle aussi, comme vous savez. Charles Bertin, absolument, que j'ai bien connu à l'époque, et puis je pense que c'est un portrait qui était fait à Waterloo, et je pense que Charles Bertin était déjà malade, il est mort d'une leucémie, et je pense que dans ce portrait, hélas, d'un homme au travail, d'un écrivain à sa table de travail, dans le bureau où il était, avec les livres qui ont constitué sa vie, vous savez qu'il a écrit beaucoup de pièces, dont Le Roi Bonheur, joué au Rideau de Bruxelles, monté par Pierre Laroche. Je pense qu'on sent déjà ce que peut-être de manière latente, mais qui toujours est reculé, refusé, refoulé toujours par le modèle et par le photographe, on sent peut-être ici l'approche prégnante, oppressante de la mort qui rôde. Je pense qu'avoir le visage de Charles Bertin amaigri dans cette angoisse de cet homme qui se livre à l'objectif de Pierre Houckman, il y a quelque chose d'existentiel qu'il se joue. Et il laisse à travers cette offre de lui-même une image que lui-même ne contemplera bientôt peut-être plus. Henri Beauchot, vous savez qu'Henri Beauchot vient de sortir un magnifique livre, Boulevard périphérique, qui est en tête de toutes les ventes, je vous engage à le lire. C'est un livre magnifique. Henri Beauchot a aujourd'hui 94 ans, 94 ans, ne peut plus écrire que 2 heures par jour. C'est un très grand écrivain dont l'œuvre est peut-être semblable à la pile des livres qui se trouvent derrière lui. C'est aussi un personnage énigmatique. Il est lui-même psychanalyste, il a vécu en Suisse. Dans son dernier livre, il ne livre qu'une partie de lui-même sur des zones parfois d'ombre de son attitude, notamment pendant la guerre. Et on sent dans ce portrait comme ça, de cet homme très beau d'ailleurs, qui a commencé à être reconnu sur le tard par Édipe sur la route, toute son œuvre étant publiée chez Actes Sud. On sent à la fois l'homme qui avance la main comme ça vers l'avenir, vers le destin, vers la vie, vers la fin de la vie, et puis cette main qui reprend, qui empêche, qui interdit, qui dit ne livre pas tout, ne donne pas tout, dans cette posture attentive et ce regard vide de cet homme qui se livre quand même, je pense en toute confiance, mais dans une austérité de vie qui est réellement celle d'Henri Beauchot, qui est un très grand écrivain, et je pense que le portrait est très juste en ce sens qu'il ne livre pas plus qu'il ne faut. Il n'y a jamais de brutalité dans les portraits de Pierre Houckman. Je pense qu'il y a un respect réel du sujet, mais un respect, je dirais, presque fraternel, au sens d'un échange. Regardez bien le regard d'Henri Beauchot, la manière dont se pose le menton, la manière dont la bouche sourit sans sourire. Aucun portrait de Pierre Houckman ne sourit. Le regard donne tout de sa présence. Il donne sa présence et sa défense. C'est ça un portrait aussi, c'est ne pas tout livrer. C'est un portrait intact. Portrait surprenant de Thomas Owen, qui avait une double identité, puisque vous savez qu'il était critique d'art au Pourquoi pas. Et lui-même, évidemment, joue avec le double visage de Janus, qu'il est lui-même, auteur de romans policiers, face à cette mise en regard et au miroir qu'on a retrouvé tout du long de ce voyage. C'est une traversée du miroir. Et en même temps, Pierre, je crois que Georges Thierry l'avait photographié dans le même miroir, non ? Et tu ne le savais pas. Alors voilà, le pont est fait, puisque Pierre Houckman ignorait évidemment que peut-être à 40 ans d'intervalle, eh bien Thierry avait photographié
le même modèle exactement dans le même cadre, ce qui prouve bien qu'il y a, je pense, cette sorte de connivence très belle entre ces 4 photographes. William Cliff, que j'aime énormément, très grand poète, personnage très touchant, très grand poète, et qui ne joue pas à être lui-même face au portrait qu'on lui tend. Il est dans une sorte de vertige de lui-même. Le corps tient, les mains tiennent, il est parfaitement en équilibre, mais en même temps l'interrogation est l'objet même de la photographie d'un poète qui a une beauté de feu et dont il ne se sert pas. La question de l'écrivain, c'est de s'interroger, d'interroger le monde. Ce n'est pas plus la réponse qu'on livre que celle que donne un portrait. C'est ce qu'à mon avis a admirablement saisi avec douceur et proximité Pierre Houckman. Je ne connaissais pas cette photo. Elle est très rigolote. Je n'avais jamais vu un portrait de Pierre Houckman avec un nu dedans, si je puis dire. C'est une manière d'encadrer la posture cliché peut-être de la peinture et de tout ramener, sinon au carré, au moins au café. Ça devait ressembler à Lisène. Ah, ben voilà André Stas, grand collagiste avant l'éternel, proche du mouvement Panique, du cirque d'hiver, vous le connaissez tous. C'est un personnage tendre que Pierre a enlevé de son chapeau. Il l'a restitué dans l'antre de son bordel créatif, très vivant, chaleureux, pétillant. Même si André ne sourit pas sur l'image, ce n'est pas nécessaire. Le décor sourit pour lui, avec un petit peu quand même du dépotoir à la Bacon au sol. Et puis cette image sur laquelle André Stas repose avec ironie. Il y a toujours beaucoup d'ironie dans les portraits de Pierre Houckman qui n'en manquent pas, comme vous le savez. C'est assez rare et je pense que dans les travaux des 4 portraitistes, l'humour, l'ironie sont extrêmement présents. Mirabel Dors, qui a une immense correspondance avec Magritte, c'est un portrait assez violent, assez tendu, un peu à la Havdon, je dirais, ce qui est surprenant de la part de Pierre Houckman. Alors ça c'est moi, je vais vous dire en 2 secondes ce dont il s'agit. En fait je suis devant un portrait de Christian Zemmer qui s'appelle L'homme au prépuce à l'oreille. Et pour vous dire à quel point Pierre Houckman travaille vite, en fait je collectionne ce que j'appelle des gueules ouvertes. Enfin, collection c'est une petite collection, c'est-à-dire que de fil en aiguille au fil du temps, depuis un certain nombre d'années, j'achète des petits personnages en biscuit et la plupart ont la gueule ouverte, enfin crient, chantent, hurlent, ce qui est au fond la fonction de l'écrivain. Et en fait, ces 2 gueules ouvertes qui sont là, ce sont des rondes serviettes en biscuit. C'est un couple en biscuit. Et ils sont dans ma bibliothèque. Tous ces petits personnages égayent ma bibliothèque. Et Pierre Houckman, donc c'est une photo qui a été faite chez moi à Paris. Là, on a fait 2 fois des séances. Et celle-là n'a pas duré longtemps, peut-être 1 heure. Il a vu les 2 gueules ouvertes, donc des rondes serviettes, et il m'a dit « Tu ne veux pas les prendre ? Mets-les devant tes yeux. » Je les ai mis devant mes yeux, et le temps de le faire, Pierre, avec son instinct extraordinaire, son humour, sa rapidité, sa légèreté, a pris cette photo. Donc c'est une photo qui a l'air apprêtée. En fait, je suis mangé par la bouche, et je pense qu'il y a là une obsession qui est très proche de celle de Bacon, qui est celle de tous les écrivains. Au-delà de la photo un peu surréaliste, un peu comme ça... maniérée et pleine de sens, qui est aussi simplement un gag, elle est hyper signifiante. Au fond, l'écrivain de photographie peut parler par les yeux et on peut aussi faire parler la bouche de la photographie, qui est, comme vous le savez, un art silencieux. C'est évidemment une photo un peu surréelle, mais que personnellement j'aime beaucoup, parce que je sais qu'elle est instantanée, spontanée, non fabriquée, et qu'elle me paraît révéler de moi-même une part inconsciente de façon ludique. Et voilà, l'artiste tel qu'en lui-même, attentif, doux, rétensif, se questionnant, zébré par la lumière, dans le canapé de Thomas Bernhardt. Je voulais vous dire une chose, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un moment pas trop désagréable. Ce voyage, je voulais le faire à cette Académie de Liège, à travers Thierry, à travers Magritte et à travers Trivier, mais surtout que pour une fois, tous ensemble, on applaudisse ce magnifique photographe qui est Pierre Houckman et qui le dit beaucoup trop peu. Voilà.